Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur la relation hôte-virus et puis sur la réponse de l'organisme. D'abord, commençons par la relation entre le virus et la cellule qui l'a infecté. On avait vu lors du précédent support que tout reposait sur la compatibilité entre les protéines virales et les protéines de la cellule, et donc la notion de clé ou de serrure. S'il y a correspondance, alors il peut y avoir infection. S'il n'y a pas de correspondance, alors il n'y aura pas d'infection. On se retrouve avec trois cas. Une infection qui a lieu mais qui au final ne donne rien, donc on parlera d'infection abortive. Une infection qui a lieu en laissant la cellule vivante et qui l'utilisera comme une usine de production en continu de virus, donc on parlera d'infection persistante. Et puis des virus qui, eux, auront la politique de la terre brûlée, qui détruiront les cellules qu'ils ont infectées et qui exploseront littéralement dans une infection qu'on appellera lytique. Certains virus vont avoir une particularité puisqu'ils vont être capables ici d'intégrer leur génome en rose dans le génome de la cellule hôte. Donc la cellule hôte deviendra définitivement l'otage de ce virus. Donc les virus qui vont avoir infecté des cellules vont détourner les fonctions cellulaires, détourner le métabolisme, l'expression génétique, peuvent entraîner aussi la mort cellulaire par apoptose, et puis certains virus que l'on appelle les virus oncogènes vont transformer une cellule normale en une cellule cancéreuse. Les cellules qui ont été infectées, elles, de leur côté, peuvent réagir par des réactions qu'on appellera des réactions antivirales. Donc quatre types de réactions: la résistance intrinsèque, l'apoptose, l'autophagie et la sécrétion d'interférons. On va revenir dessus. La résistance intrinsèque, c'est quoi? C'est simplement une propriété de la cellule qui empêche un virus d'accomplir son cycle viral. La première possibilité pour empêcher cela, c'est tout simplement de ne pas avoir de récepteurs qui permettent au virus de venir s'attacher à la cellule. Ça peut être aussi la présence d'une protéine qui va empêcher la multiplication du virus. Et par contre, les cellules qui vont être infectées, ce seront des cellules qui auront une faible résistance intrinsèque. Deuxième possibilité, l'apoptose et l'autophagie. Donc le premier point, c'est l'autophagie, c'est-à-dire en fait la capacité qu'a une cellule à détruire certains éléments qui se trouvent à l'intérieur même de la cellule. Donc ça peut être des éléments dysfonctionnels, mais ça peut être aussi des éléments qui correspondent à l'infection d'un virus. Donc on voit qu'une partie de la cellule va être englobée dans une membrane, dans une vésicule, et qu'ensuite au niveau de cette vésicule, ces éléments-là seront détruits. Donc ce qui permet de détruire des particules virales à l'intérieur même d'une cellule. Deuxième possibilité, c'est l'apoptose. Nous avons déjà parlé de l'apoptose, c'est la mort cellulaire programmée d'une cellule qui peut tout à fait faire suite à une infection virale. Autre possibilité de réaction antivirale d'une cellule, ce sont les interférons. Vous avez ici des particules virales qui vont infecter ici une cellule et puis on va retrouver à la sortie du cycle viral la sortie des virus de cette cellule. Parallèlement, on s'aperçoit que cette cellule, elle a sécréter des molécules qu'on appelle les interférons. Ces interférons vont aller se fixer sur la membrane cellulaire d'autres cellules pour leur signaler au final qu'il y a un stress particulier au niveau de la cellule émettrice, et donc les cellules réceptrices vont déclencher un système antiviral qui permettra de limiter l'infection. Bilan, trois manières aux cellules de réagir: bloquer le cycle du virus par résistance intrinsèque, détruire le virus soit par apoptose, soit par autophagie, ou activer une réaction antivirale par l'intermédiaire des interférons. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons passer du temps sur la relation entre le virus et l'organisme. Au final, nous allons parler d'immunité. Sur ce graphique, en fait, en abscisse, vous avez le temps. En ordonnée, vous avez différents facteurs. Le premier des facteurs, c'est la quantité de virus dans l'organisme. Donc le titre ici, donc représenté par la courbe noire avec une aire en jaune pâle en dessous. Vous avez deux moments de réponse immunitaire. Le premier moment, c'est le moment de réponse immunitaire qu'on appellera naturelle. Et le deuxième moment, c'est la réponse immunitaire qu'on appellera spécifique. La réponse immunitaire naturelle commence par l'émission d'interférons qui entraîneront une réponse cellulaire antivirale.
et puis par des cellules qu'on appelle les natural killers, qui vont avoir pour fonction de détruire les cellules qui auront été infectées par des virus. Alors ici, les natural killers vont remplir cette mission, mais seront très peu spécifiques et beaucoup moins efficaces par rapport à la deuxième réponse dont je vais vous parler. La deuxième réponse est donc la réponse spécifique avec là encore des cellules, les lymphocytes T8, qui seront beaucoup plus spécifiques que les natural killers et qui permettront d'avoir une réponse beaucoup plus appropriée. Et puis dans cette réponse spécifique, on a aussi une réponse par des anticorps. Reprenons la notion d'immunité naturelle. Donc vous avez un virus qui va infecter une cellule et cette cellule va libérer des interférons qui permettront la mise en place d'une réaction antivirale par d'autres cellules. Nous avons en plus des interférons les natural killers, donc les cellules qui vont détruire les cellules infectées, et puis le système complément anticorps qui vont faire des trous dans des cellules qui sont infectées, qui vont aussi détruire les cellules. Et puis se rajoute à cela de la fièvre. À un certain niveau de fièvre, eh bien, on va avoir une limitation de la multiplication virale. Enfin, dans cette immunité naturelle, on a des cellules particulières qui sont capables d'absorber soit le virus, soit des cellules qui ont été infectées et d'en garder une petite partie. Donc il y aura phagocytose et conservation d'une petite partie du virus qu'on appellera un antigène. Donc ici, vous avez l'exemple d'un macrophage. Ce macrophage, en fait, va présenter cet antigène à d'autres cellules pour spécialiser l'immunité. On parlera alors d'immunité spécifique. Donc voici le macrophage avec en noir l'antigène viral qui va être présenté à une autre cellule. Donc cet antigène viral est présenté à un lymphocyte T4. Il y aura des échanges d'informations entre les macrophages et le lymphocyte T4. Et le lymphocyte T4 va apprendre littéralement à quoi ressemble le virus qu'il va falloir combattre. Ce lymphocyte T4 va devenir un chef d'orchestre et va activer deux types de cellules, des lymphocytes B et des lymphocytes T8. Les lymphocytes B vont libérer des anticorps et les lymphocytes T8 vont détruire les cellules qui auront été infectées. Ici, on aura une réponse beaucoup plus spécifique que la réponse naturelle. Donc ce système d'immunité spécifique est capable de mémoire. Donc on va avoir ici un système qui, à une deuxième infection par le virus, répondra de meilleure manière. Alors, prenons l'exemple des anticorps. Classiquement, les immunoglobulines qui sont les anticorps sont de différents types. On a les IgA qu'on trouve au niveau des muqueuses qui répondent particulièrement au virus, et puis les IgG et les IgM. Alors les IgG, ce sont des anticorps qui sont plus spécifiques que les IgM et donc qui vont donner lieu à une défense beaucoup plus efficace. Lors de la première infection, vous vous apercevez que on a des IgM qui sont libérés à ce niveau-là et des IgG à ce niveau-ci. Et lors d'une deuxième infection, on s'aperçoit qu'on a moins d'IgM mais beaucoup plus d'IgG, donc on aura une réponse immunitaire beaucoup plus efficace. C'est le principe de la vaccination. Bilan, au niveau de l'immunité, on va se retrouver avec deux parties, l'immunité naturelle avec les interférons et les natural killers, l'immunité spécifique avec les lymphocytes T8 et les anticorps. Bien sûr, doué de mémoire et permettant d'avoir une deuxième réponse plus efficace à une deuxième infection virale. Troisième partie, la contamination d'un individu. Concrètement, un individu au contact avec un virus, il peut se passer trois choses. L'individu est non infecté, l'individu est infecté mais asymptomatique, donc on va dire qu'il est porteur sain, et puis l'individu est symptomatique. Plaçons maintenant cet individu dans son environnement. On va discuter de la notion de vecteur de contamination et de réservoir, c'est-à-dire le réservoir, c'est le lieu naturel de présence de ce virus. Voici un virus, donc où peut-on le trouver? Selon sa nature, eh bien, on va pouvoir le trouver dans l'eau, dans l'air, dans les sols, dans un aliment, sur un objet, mais aussi un être vivant qui pourrait tout à fait être le réservoir de ce virus. Et puis, ça peut être aussi chez un individu symptomatique, mais aussi chez un individu porteur sain.
Prenons l'exemple des épidémies de coronavirus précédentes, 2002 et 2012. L'animal hôte, donc le réservoir, a priori, c'était la chauve-souris. Passage par un hôte intermédiaire qui sera le vecteur, donc ici la civette ou le dromadaire selon l'épidémie. Il y a eu passage de ce qu'on appelle une barrière d'espèce, puisque classiquement un virus va infecter un type d'espèce et pas un autre type d'espèce. Et lorsqu'il y a certaines mutations, eh bien, on observe la possibilité de certains virus de passer cette barrière d'espèce. Deuxième passage de barrière d'espèce ici, lorsqu'on passe de l'hôte intermédiaire à l'homme, et ensuite contamination au sein de notre espèce humaine. Donc je retiens quoi? Ben, je retiens la notion de réservoir qui est le lieu naturel de présence de ce virus, le vecteur qui va transmettre en fait, permettre la sortie du virus du réservoir vers l'homme, donc pour entraîner sa contamination. Je vous conseille d'aller regarder le dossier risque biologique au niveau de l'INRS où on vous décrit d'une manière très intéressante la chaîne de transmission qui part du réservoir, sortie du réservoir, transmission, porte d'entrée jusqu'à l'hôte. Donc allez regarder ce document. Bien, passons à la dissémination du virus dans l'organisme. Un virus pénètre en général par les muqueuses. Ce virus n'est pas forcément cantonné au niveau des muqueuses. Selon le virus, on peut le voir progresser dans l'organisme à différents endroits, voire même dans un deuxième temps, progresser à nouveau dans une deuxième virémie vers de nouveaux organes. Donc on peut observer des symptômes viraux qui vont évoluer en fonction de la localisation de ce virus. Alors passons maintenant au mode de contamination. Le mode de contamination peut être direct ou indirect. Alors direct, ça veut dire contact direct, donc par exemple par voie sexuelle. Ça peut être aussi tout simplement lors d'une discussion, l'éternuement de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. En indirect, il y a un élément, un vecteur. Alors ce vecteur, par exemple, dans le cas de prise de drogue, ça peut être une seringue commune, donc deux personnes qui se droguent et qui prennent la même seringue. Alors, on a des vecteurs qui peuvent être des vecteurs vivants et des vecteurs qui peuvent être des vecteurs inertes. Alors passons maintenant à un mode de transmission qui est un mode de transmission répandu qu'on appelle la transmission manuportée. Donc il s'agit d'une personne qui a touché une main ou un objet contaminé et puis qui va le porter à sa bouche. Et donc il a contaminé son organisme par l'intermédiaire de sa main. Donc on va parler de contamination manuportée. C'est une contamination qui est très répandue et qui pourtant peut être tout à fait maîtrisée par un petit peu d'hygiène et puis des gestes appropriés. Bilan, une personne au contact avec un virus peut soit ne pas être contaminée, soit être contaminé et présenter des symptômes, soit être contaminé et être asymptomatique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transmission du virus possible lorsqu'on est asymptomatique. Alors, quelles sont les voies d'entrée possibles? Eh bien, comme en toxicologie, ici, les voies d'entrée des virus sont multiples. Ce sont les mêmes que celles de la toxico. On rajoutera simplement en plus la voie sexuelle. Voici un tableau qui vient de l'université de Jussieu sur le cours de virologie. Vous retrouverez les différentes voies possibles et puis différents virus qui passent potentiellement par ces voies. Moi, je remarque ici qu'on a la même problématique en toxicologie avec une transmission mère-enfant possible pour certains virus. Bilan général du cours, on était parti de la notion de clé et de serrure. Un virus, s'il a des protéines qui sont en adéquation avec les protéines d'une cellule, pourra infecter cette cellule. Vous devez avoir bien compris ce qui peut se passer lorsqu'il y a un contact avec un virus, donc de l'asymptomatique au symptomatique en passant par la personne non infectée. Vous devez avoir compris les réactions antivirales des cellules, la notion de réaction immunitaire. Et puis, c'est très important que vous ayez compris la notion de chaîne de transmission, du réservoir à l'individu, avec parfois des vecteurs entre les deux. Je vous conseille d'aller voir le dossier INRS concernant le risque biologique.
La prochaine fois, nous parlerons d'épidémiologie et puis nous parlerons aussi de coronavirus. À bientôt.